Cette nouvelle exposition du musée Granet rompt un peu avec la tradition, puisque nous avons ces dernières années fait de grandes expositions internationales avec des prêts qui venaient du monde entier. Cette année, nous avons voulu nous concentrer sur nos collections, les collections du musée, et dans ces collections très diverses, très variées, puisqu'on est un petit peu un musée encyclopédique du 19e siècle, hérité du 19e siècle, eh bien, nous avons voulu montrer une partie de ces collections consacrée donc à l'Égypte. Et cet ensemble-là est très cohérent. Il représente 153 numéros précisément, donc ce n'est pas une très grande collection, mais dans cette collection, il y a des pièces remarquables. Les collections du musée Granet concernant l'ancienne Égypte sont toutes arrivées dans la première moitié du 19e siècle. Et pour une raison très simple, c'est que ces collections-là étaient auparavant dans des cabinets de curiosités, ce qu'on appelait les cabinets de curiosités, qui étaient des lieux, comme leur nom l'indique, où l'on accumulait toutes les connaissances humaines. Et dans ces cabinets de curiosités, il y a eu très tôt, on va dire dès la fin de la Renaissance, en tout cas au XVIIe siècle en France, des collections égyptiennes. Ces collections égyptiennes étaient souvent très mal connues. On ne savait pas d'où venait l'objet, quand il avait été trouvé, dans quelles conditions, à quelle date on pouvait situer cet objet, et tout simplement parce que justement la civilisation égyptienne à cette époque est très mal connue, extrêmement mal connue. Il faut attendre vraiment 1822, ce qui est évidemment très tardif, pour pouvoir commencer à déchiffrer les hiéroglyphes et lire ce qu'a pu être cette civilisation. Donc évidemment, il y avait une méconnaissance totale, un mystère autour justement de ces objets égyptiens, mais qui avait l'avantage d'intéresser ces collectionneurs, ces érudits. Et à Aix, par exemple, on a eu parmi les membres du Parlement, puisque Aix était la capitale de la Provence à cette époque-là, on a eu de beaux cabinets de curiosité dans les hôtels particuliers, dans les bastides parfois de ces parlementaires, et ces cabinets de curiosité avaient des objets égyptiens. Le grand Nicolas Fabri de Peiresc, par exemple, qui est un grand érudit, avait une collection d'objets égyptiens. Et là, nous sommes au début du XVIIe siècle. Une des particularités de l'exposition au musée Granet concernant cette collection égyptienne, c'est d'avoir pu collaborer avec le Louvre, d'avoir cette collaboration d'abord scientifique, avec la participation d'un conservateur général du département des antiquités égyptiennes, et qui a la grande chance pour nous, notamment, d'avoir bien voulu avoir cette amitié pour le musée Granet depuis très longtemps, parce qu'en fait, Christophe Barbotin a travaillé sur ce projet depuis 35 ans. Il arrive au musée en 1985, il est tout jeune conservateur, et son stage, il veut le faire en étudiant la collection du musée Granet. Ensuite, en 1995, une première exposition, mais qui ne comprend pas l'ensemble de notre collection et qui ne présente pas toute notre collection. Et 25 ans plus tard encore, cette exposition qu'il a la volonté de présenter l'intégralité, les 153 objets. D'où le titre assez vaste, assez général, Pharaon, Osiris, la momie, qui permet de jalonner l'ensemble de notre collection, qui grosso modo se situe entre 3500 pour les premiers objets, 3500 avant Jésus-Christ, jusqu'à 300 ou 400 après Jésus-Christ. Donc une collection avec une période chronologique extrêmement importante, aussi longue que finalement a pu être cette civilisation égyptienne, très impressionnante, parce que dans toute l'histoire de l'humanité, on peut penser que c'est la plus longue civilisation que nous avons connue. Et de ce point de vue-là, l'exposition essaye de montrer et de resituer dans leur contexte l'ensemble de ces objets. Donc 153 objets du musée Granet, 43 objets prêtés par le Louvre, et c'est un prêt très important, avec notamment un colosse de granit rose qui se trouve derrière moi, qui est une pièce impressionnante, qui pèse 400 kg, donc qui n'avait pas été présentée depuis des décennies par le Louvre, puisque l'œuvre a été déposée aussi à Dijon auparavant, et qu'elle était en réserve, donc c'est aussi une redécouverte pour beaucoup de monde dans cette exposition. C'est vrai aussi que c'est une découverte pour une large part du public, puisque depuis 25 ans, nos objets n'avaient plus été montrés, n'avaient plus été exposés. Et notamment toute une génération, on peut dire, et cette exposition, depuis le début, depuis son ouverture, accueille un public très jeune. Et ça, évidemment, c'est toujours très satisfaisant, et ça montre bien que l'Égypte continue de fasciner, d'intéresser ce public.
Parmi les pièces les plus remarquables de l'exposition, nous avons ces deux stèles. Ces deux stèles qui sont entrées donc au début du XIXe siècle au musée et qui représentent deux prêtres, deux grands prêtres, des personnages importants qui ont notamment le pouvoir de la parole, puisque le bâton que tient ce personnage ici est hiéroglyphiquement parlant le mot parole. Et puis l'autre objet qu'il tient dans son autre main, c'est ici un genre de sceptre, qu'on pourrait appeler un sceptre, et qui veut dire, hiéroglyphiquement parlant, commander. Donc c'est un personnage éminent autour de Pharaon, et c'est une époque très reculée, puisque nous sommes dans l'Ancien Empire, à l'époque de Khéops. Donc les trois grandes pyramides évidemment, Khéops, Khéops et Mykérinos, et ici nous avons donc deux stèles que le Louvre nous envie. Chaque fois que notre commissaire scientifique du Louvre passe devant ces stèles, il me dit qu'il faudrait qu'elles soient au Louvre. Elles sont très importantes, d'abord esthétiquement, elles sont très belles, elles sont monumentales, et elles ont une histoire bien connue. Monsieur de Bonnecorse, qui était ambassadeur de France en Égypte et en Syrie à l'époque de Louis XIV, va ramener ces deux stèles. Il va d'abord les installer dans sa bastide à Saint-Marcel, dans la banlieue de Marseille. Elles vont rester là à peu près un siècle. Et ensuite, c'est Foris de Saint-Vincent, un président du Parlement d'Aix, une famille d'érudits, qui a un cabinet de curiosités, qui va devenir propriétaire et qui va donc acheter ces deux stèles. Et ces deux stèles sont importantes de par leur ancienneté et aussi parce qu'elles sont d'une dimension qui font que c'est une pièce que tous les musées du monde peuvent nous envier. Donc voilà un objet que nous sommes extrêmement fiers d'avoir au musée et on peut espérer que le Louvre ne les enlèvera pas. D'autres pièces remarquables encore dans cette exposition, avec cette stèle dédiée à Osiris et qui nous vient de la collection Salier. Et cette stèle fait partie de ce que nous avons pu récupérer nous au musée, parce que malheureusement nous n'avons pas pu récupérer l'intégralité de la collection Salier. Une partie se trouve dans d'autres musées français. Je pense par exemple au musée Calvé à Avignon, qui a pu, avec la Fondation Calvé, acheter pas mal de pièces au moment du décès du collectionneur. Et nous avons quand même au musée quelques œuvres remarquables, quelques objets remarquables, dont cette stèle, avec notamment Osiris, avec notamment ces divinités qui l'accompagnent. Alors la particularité de cette stèle, elle est assez traditionnelle dans la composition avec ces dieux représentés, mais la particularité, c'est que l'on voit ici sur la droite une partie martelée. Eh bien, c'est une vindicte, une vengeance, sans doute de l'époque des anciens Égyptiens, et qui a fait disparaître la représentation du défunt, et son nom aussi qui a été au-dessus martelé. Donc on a vraiment là un épisode historique que porte encore comme témoignage cette stèle. La partie supérieure est aussi intéressante puisqu'elle fait référence à ces babouins, donc ces grands singes, et qui nous confirme que nous avons là affaire au moment qui est particulier du lever du soleil, parce que les Égyptiens avaient observé que ces grands singes gesticulaient, hurlaient au moment du lever du soleil, et donc ils avaient pensé qu'ils faisaient un genre de prière au moment du lever du soleil. Donc c'est une scène tout à fait remarquable aussi. Dans l'exposition, nous avons encore un objet remarquable parce qu'il n'y en a que 4 au monde, en tout cas 4 repérés aujourd'hui, et il s'agit de ce grand Osiris en bronze, et c'est une pièce remarquable, pourquoi? Tout simplement parce que les Égyptiens ont beaucoup travaillé le bronze, coulé le bronze, mais ils ne savaient pas couler des grandes dimensions. Or celui-ci d'Osiris mesure près de 90 cm de haut, et encore est-il, quand on se rapproche, en 2 parties. Le corps lui-même et puis ensuite la coiffure qui a été rajoutée et qui montre la difficulté justement technique que les Égyptiens ont rencontrée pour couler ce bronze. Donc c'est une pièce remarquable. Malheureusement, elle a été très oxydée, très altérée par le temps, mais il faut la restituer évidemment avec une dorure, avec des incrustations de pierre dure, de faïence aussi. Les yeux, par exemple, devaient être évidemment incrustés, mais c'est une pièce remarquable parce que justement, elle est très rare aujourd'hui dans les collections égyptiennes.
Parmi les objets curieux de la collection du musée Granet, une pièce rare aussi, puisque de la part des spécialistes, nous avons appris que cette momie de Varan était unique au monde, en tout cas aujourd'hui. Eh bien, c'est donc un Varan avec un rite de momification très particulier, puisque les spécialistes eux-mêmes, et on en a un ici pas très loin au musée de l'Art Antique, qui est un spécialiste justement de ces momies d'animaux, eh bien, nous avons là une momie qui a été particulièrement traitée, puisque la queue a été ramenée vers le corps, puisqu'un bout de bois fait la forme même de ce corps allongé dans les arts. Autre particularité, c'est que nous avons pu faire une tomographie, c'est-à-dire une radiographie en 3D et en couleur aujourd'hui, avec les moyens numériques que nous possédons, et que nous avons pu aller voir ce qui se passait à l'intérieur. Et c'est pour ça qu'évidemment, on connaît cette structure justement de l'animal et de la momie actuelle. Donc c'est un objet remarquable que nous avons voulu bien mettre en valeur parce qu'il représente d'abord l'engouement que les anciens Égyptiens ont eu, on va dire dans le dernier millénaire de leur histoire, pour les animaux. On sait pendant les 2 millénaires qui précèdent que justement quelques animaux avaient été divinisés, mais ce qui caractérise les 1000 dernières années de cette civilisation, c'est justement ce goût, cet intérêt pour les animaux. Et donc dans ce panthéon extraordinairement important des animaux, nous avons à côté d'ailleurs de cette vitrine, une autre vitrine qui nous montre des momies de poissons. Par exemple, bon, les momies de chats plus connues, momies d'un petit crocodile, momie aussi d'ibis, un oiseau qui a été momifié et qui se trouve contenu dans un fragment de jarre en terre cuite. Donc des curiosités aussi étonnantes qui devaient évidemment interroger beaucoup ces fameux érudits du XVIIe, du XVIIIe, du XIXe siècle dans la compréhension qu'ils pouvaient avoir de cette civilisation. L'exposition se décompose donc en plusieurs sections et parmi ces sections, dans la dernière partie de l'exposition, nous avons voulu évoquer, au travers des objets à la fois du musée Granet et du Louvre, notamment dans cette vitrine, les rites funéraires. Alors notamment les rites funéraires, c'est la présence du défunt. La présence du défunt, soit par des hiéroglyphes, soit par une statue. Ce qui est le cas ici notamment, avec ce très beau couple. D'abord, d'un point de vue esthétique, c'est une très jolie pièce qui nous a été prêtée par le Louvre. Et c'était un confiseur, le confiseur d'un temple, qui avait choisi donc de se faire représenter ainsi. Et toujours devant cette statue, il y avait une table d'offrande, avec notamment les cavités pour recevoir les liquides, et au milieu, cette petite plateforme avec le symbole hiéroglyphique du pain. Et puis là, vous avez alors un objet extrêmement curieux, qui est un genre de petite panoplie pour la momification. Une panoplie qui n'est qu'un simulacre, c'est-à-dire que ce ne sont pas les vrais objets qui étaient utilisés, mais vous avez là, par exemple, un genre de scalpel en pierre dure, qui permettait de couper les chairs, et puis cet objet du musée Granet, qui a été rapporté, on va dire, par rapport à l'objet du Louvre, et qui était en fait un objet rituel qui permettait le rite de l'ouverture de la bouche. Au-dessus, on a 2 stèles qui appartiennent au musée Granet. Je m'attarderai plus particulièrement sur celle-ci qui représente bien sûr le défunt, les membres de sa famille présentés à Osiris et Isis traditionnellement, mais au-dessus, on a une divinité qui déverse de l'eau, une eau de vie, une eau de renaissance, pourrait-on dire, de la résurrection d'une certaine façon, à laquelle viennent s'abreuver des oiseaux bas. Donc oiseau bas avec ce corps d'oiseau, cette tête d'homme, et c'était l'élément mobile du défunt. C'était cet élément-là qui permettait au défunt d'aller se nourrir quotidiennement, de passer par la fausse porte et de pouvoir regagner le niveau terrestre pour aller chercher justement à boire et à manger. Et dans l'autre stèle, on voit le défunt, devant lui alors un amoncellement de victuailles, jusque dans le détail d'une tête de bovin qui est ici présentée, et au-dessus alors des jarres de vin, de bière, d'eau évidemment, qui devaient pourvoir aux besoins justement du défunt. Dans les collections égyptiennes, il y a toujours un objet remarquable, celui qui va évidemment passionner le public, le grand public, et même les amateurs évidemment, c'est le sarcophage, les momies. C'est un certain Bourguignon de Fabregoul, qui était aussi un parlementaire aixois à la fin de l'Ancien Régime, qui avait donc commencé une collection, son fils l'a continué, et en 1860, Bourguignon de Fabregoul va donner au musée de sa ville natale l'ensemble de sa collection. 600 peintures, 300
pièces de sculpture et d'archéologie, c'est une collection très importante. Et dans cette collection importante, il y a une partie égyptienne, et notamment ce sarcophage et cette momie. Et donc très certainement, quand Bourguignon de Fabregoul est devenu propriétaire de cet ensemble, il a pensé que la momie allait avec le sarcophage. Ce serait trop simple. En réalité, on s'est aperçu récemment, en 1995 de notre ère, avec une radiographie, qu'en réalité, la momie qui était contenue dans ce sarcophage était une momie de femme. Or, le sarcophage, très clairement, est un sarcophage d'homme, avec notamment un emplacement au menton qui portait cette barbe postiche, justement, caractéristique, justement, des hommes et des représentations masculines. Et puis, le nom aussi du personnage, c'était un certain Ptahirdiss, et Ptahirdiss est un nom masculin. Donc, effectivement, nous avons une momie de femme dans un sarcophage d'homme. Première bizarrerie. Et puis, deuxième constat qui a été fait encore plus récemment, puisque pour cette exposition, nous avons fait beaucoup d'études, et notamment au carbone 14, et on a pu vérifier que la momie pouvait se situer vers 900 avant Jésus-Christ. Alors à 50 ans près, mais quand on travaille sur 3500 ans d'histoire, 50 ans est un peu négligeable. En tout cas, autour de 900 avant Jésus-Christ pour la momie. Et il s'avère que le sarcophage, lui, date du 7e, 6e siècle avant Jésus-Christ. Donc on peut dire qu'il y a presque 150, 200 ans qui séparent la momie du sarcophage. Donc rien n'est simple, d'une certaine façon. Alors, ce que l'on a conservé aussi, et c'est intéressant, ce sont les bandelettes, puisque, comme on l'a souvent fait dans des époques plus anciennes, on avait débandeletté notre momie. Et on a pu retrouver ces bandelettes bien rangées à l'intérieur du sarcophage, autour de la momie. On a fait avec le carbone 14 les mêmes études, et on s'est aperçu que ces bandelettes se situaient autour de 900 avant Jésus-Christ, donc on peut très vraisemblablement penser, sans se tromper, que ces bandelettes étaient sur notre momie. Et ces bandelettes ont été étudiées, et elles ont montré notamment des coutures, des façons de tisser avec notamment des couleurs, le bleu, qui pouvaient justement, qui nous laissent penser que nous avons affaire là à du réemploi. C'est-à-dire que, en fait, c'était des vêtements portés dans la vie, qui étaient ensuite réutilisés, transformés en bandelettes pour justement envelopper les momies. Dans cette vitrine se trouvent rassemblés des objets qui se trouvaient dans la tombe, notamment un élément de sarcophage dans un état de conservation très médiocre, mais qui montre comment étaient fabriqués justement ces objets, avec des éléments de bois. Le bois étant rare en Égypte, c'est un peu de briques et de broc, on rassemble des éléments épars, et on va ensuite enduire de plâtre, ensuite appliquer une toile fine pour pouvoir ensuite peindre et orner le dit sarcophage. Mais c'est intéressant de voir comment cet objet était fabriqué. On a aussi, de l'autre côté de cette vitrine, les fameux vases canopes qui contenaient les viscères du défunt. On en a une belle série, disparate. Malheureusement, on n'a pas une série intégrale des 4 qui devaient contenir forcément toujours de manière rituelle ces viscères, mais nous avons aussi dans cette vitrine les objets du quotidien. Et parmi ces objets du quotidien, ces petits vases précieux qui sont à la fois au musée Granet ou qui viennent du Louvre, et par exemple aussi ces tubes à colle qui servaient à se maquiller. Comme on le sait, les hommes et les femmes se mettaient du maquillage sur les yeux. Et par exemple, vous avez ici ce petit pot à colle avec son couvercle qui pivote et qui dégage 4 tubes, qui devaient être évidemment bien pratiques, mais qui étaient aussi pratiques pour la vie après la mort, évidemment. Et c'est pour ça que ces objets sont placés de la sorte. Et puis au bout, vous avez 4 objets. Alors 4 objets qui sont intéressants parce que ce sont les objets les plus anciens de notre collection et les plus récents de notre collection. Les plus anciens, ce sont modestement ce petit vase en pierre dure noire qui date d'environ 3500 avant Jésus-Christ. 3500 avant Jésus-Christ et le pot en terre qui est derrière autour de 3000 avant Jésus-Christ. Et les crotales, qui sont ces petits instruments de musique en bronze, viennent d'une période que l'on situe autour de 300-400 après Jésus-Christ. Donc on a les 2 extrêmes de notre collection au musée. Une des originalités de l'exposition est présente ici avec ce que l'on appelle le livre des morts, ce livre qui était très important pour le rituel funéraire et qui était soit glissé en tant que rouleau de papyrus dans la momie, soit déposé dans un récipient juste à côté du sarcophage, juste à côté du défunt. Et dans ce livre qui était un livre de prière, un livre de rituel pour faire en sorte que le défunt puisse accéder à la renaissance, à la résurrection, il y a des scènes qui alternent avec les textes, et dans ces scènes, il y a notamment une scène importante, comme celle qui est le jugement d'Osiris.
le tribunal d'Osiris. Dans laquelle scène on voit Osiris surdimensionné, représenté de manière traditionnelle, et puis il y a la défunte. C'est la dame Tabaket qui est ici représentée entre deux divinités qui l'accompagnent, qui la protègent, et on va peser son cœur, puisqu'effectivement le jugement, ce que nous avons appelé nous dans notre civilisation occidentale le jugement dernier, eh bien le jugement dernier chez les Égyptiens était le pèsement du cœur. Et ce cœur était déposé sur un des fléaux de la balance, et de l'autre côté, il y avait, alors ce que l'on peut traduire par une plume, parce que ça ressemble à une plume, en réalité c'est le symbole hiéroglyphique pour dire la vérité. Donc on pèse le cœur avec la vérité. Et pour les Égyptiens, le cœur était l'organe le plus important de l'homme. Donc on pèse le cœur, et si évidemment les deux fléaux sont équilibrés, la personne peut accéder à cette vie après la mort. Et si elle n'a pas été quelqu'un de vertueux, eh bien, elle va être dévorée par le monstre qui est ici au pied du trône d'Osiris. Ça n'arrive jamais, parce que justement ces prières, ces rituels vont permettre de toujours protéger le défunt et lui permettre d'accéder à la vie après la mort. Et quand ce pèsement du cœur est réalisé, le dieu Thoth, qui est ici avec sa tête d'ibis, va inscrire le nom du défunt. Et c'est donc ce que l'on appelle le tribunal d'Osiris, qui se trouve complété, outre Osiris, par ici tous ces juges sur deux registres, et qui correspondent chacun à une région d'Égypte. Et dans chacune de ces régions, on avait retrouvé un des morceaux d'Osiris, puisque, comme on le sait, Osiris, tué par son frère Seth, avait été aussi démembré. Et pour que ce soit encore plus difficile, Seth avait réparti tous les morceaux du corps d'Osiris dans toute l'Égypte. Et évidemment, Isis, l'épouse, la sœur, va reconstituer ce corps et l'entourer de bandelettes pour le faire tenir, et lui adjoindre un pilier de jade pour pouvoir faire justement une colonne vertébrale. C'est ce que d'ailleurs on retrouve sous le sarcophage de notre collection. L'exposition au musée Granet se décompose en fait en deux parties. Une première partie au rez-de-chaussée où l'on présente l'ensemble des objets, des originaux de notre exposition, et puis à l'étage une dimension plus didactique, plus pédagogique, dans laquelle nous avons inscrit néanmoins des originaux. Alors des originaux qui sont relatifs puisqu'il s'agit de facsimilés, de reproductions qui datent du XIXe siècle, donc déjà presque 2 siècles d'ancienneté, vers 1830. Sextius Sallier, le fils de François Sallier, après la mort de son père, va disperser, va vendre la collection, et il va vendre notamment un ensemble remarquable de papyrus, ces mêmes papyrus que Champollion était venu admirer quelques années auparavant. Il va vendre l'ensemble au British Museum, au prestigieux British Museum, mais avant de faire partir cet ensemble, il va prendre soin de faire copier ces papyrus avec notamment des calques qu'il va réaliser, ou lui-même ou faire réaliser, et qui permettent de garder une trace, ici encore en Provence, de cet ensemble remarquable. Alors cet ensemble remarquable, ce sont des textes littéraires qui étaient très connus en Égypte, mais ici ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il y a notamment l'histoire d'Amédébat Ier. C'est un roi d'Égypte qui va donc se faire assassiner. Et la particularité de ce texte, c'est que c'est le roi lui-même qui raconte à son fils Sésostris Ier comment il a été assassiné. C'est assez rare que la victime raconte comment elle est assassinée. Deuxième texte qui se trouve aussi compris dans ces facsimilés, c'est un texte qui raconte comment le métier de scribe est le plus beau métier du monde, et que tous les autres métiers ne valent vraiment pas la peine. Ça, c'est important. Et puis, le troisième thème contenu dans ces documents ici présentés, c'est un hymne aux crues du Nil, et on sait évidemment l'importance de ces crues, l'importance cruciale, vitale de ces crues du Nil. Donc ces documents-là ne sont pas les originaux qui seront au British Museum, mais ce sont tout de même des facsimilés remarquables, avec notamment ces traces d'encre rouge qui permettent effectivement de scander les paragraphes, puisque comme pour gagner de la place, le matériau papyrus étant précieux, on veut concentrer le maximum de texte, eh bien on scande deux parties en écriture rouge pour diviser les paragraphes, les chapitres de ce texte.